Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 194 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, nous allons faire le top 10 des recommandations de lecture de 2023. Bon, alors, comment allez-vous en cette fin de mois de décembre? J'espère que vous avez fait vos cadeaux à temps et que vous n'êtes pas dans le rush final pour faire tout ça. Évidemment, c'est toujours la même chose, mais bref, aujourd'hui, donc, on se retrouve justement un peu pour une sorte de liste de Noël. C'est comme si c'était fait exprès. Aujourd'hui, on reçoit notre ami Antoine Tartrou, évidemment, que vous connaissez. Et pourquoi est-ce qu'on le reçoit aujourd'hui? C'est parce que Antoine a l'habitude de faire sur son compte Twitter un thread tous les ans. Lui qui consomme beaucoup d'articles, notamment, mais aussi un peu de vidéos, mais surtout des articles. Il en lit pas mal, énormément même pendant l'année. Il les relaie sur son compte Twitter. Et donc, tous les ans, à la fin de l'année civile, il nous fait son top 10 des recommandations de contenu de NBA sur l'année civile passée. Et donc, très simplement, je lui ai proposé de, aujourd'hui, cette année, ne pas le faire que au format texte et tweet, mais de venir le faire un peu en mode détente sur le Basket Lab. Comme ça, ça peut faire un épisode sympathique et où il peut un peu développer sur pourquoi tel ou tel article est intéressant. Et donc voilà. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va faire le top 10 des recommandations de contenu NBA sur l'année 2023. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro du Basket Lab. Aujourd'hui, vous allez voir un épisode un peu particulier, mais cela dit, avec un invité totalement très habituel, très classique, un grand classique du Basket Lab. Aujourd'hui, on reçoit Antoine. Comment vas-tu, Antoine? Fatigué, mais c'est... Tu vois, j'allais dire, c'est bientôt les vacances, mais je crois que la dernière fois que j'ai dit ça sur ce podcast, c'était les vacances d'été. Donc oui. Là, c'est bientôt les vacances de Noël, et j'avoue que je les attends un petit peu parce que fatigué, mais ça va bien. Et toi? Ça va, mais juste, je suis gêné parce qu'effectivement, la dernière fois que tu as dit ça, c'était un épisode enregistré en été, mais qui est sorti il y a une semaine à peu près. Je sais. Sur le Basket Lab. C'est un peu la honte. Ouais, les gens vont croire que là, on n'a pas arrêté de se parler depuis un mois, alors qu'en réalité, ça faisait depuis juillet que, en fait, il n'y avait rien eu, quoi. Non, juillet, t'abuses. Septembre, je crois. Ah, peut-être. Les pivots, on l'a fait en septembre. Bah, ça me paraît très loin. On a fait les pivots en septembre, on a fait Michael Jordan en août. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les audiences en août aussi, bref. Donc oui, alors justement, c'est ça que je voulais dire aussi. D'une part, effectivement, je ne t'ai pas réinvité depuis septembre parce que j'avais honte, il fallait que je publie tout. Mais donc, en effet, ton actu, c'est pas des articles écrits, ton actu, c'est le Basket Lab, en fait, hein, en un sens. C'est ça, ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, sur l'année 2023, mon actu sera le Basket Lab, ouais. Avec un refus de participation sur la syllabe. Hein. Notez que la proposition a été faite, mais refusée. Mais par contre, non, oui, donc avec Antoine récemment, on a parlé de l'évolution du poste de pivot, on a parlé des audiences en NBA et du nouveau contrat NBA, du nouveau contrat TV, pardon, qui devra arriver bientôt. D'ailleurs, je crois que c'est en avril, donc ça devrait tomber, un truc comme ça. Mais en fait, je crois que les négociations commencent officiellement en mars de l'année prochaine. D'accord, ok. Mais bon, officiellement, quoi. Ouais. Donc il y a le temps, hein, si vous avez jusqu'au mois de mars pour écouter cet épisode. Et puis aussi un épisode sur la variance. Bref, donc effectivement, petite blague, ton actu, c'est tous les épisodes que j'ai tardé à publier. C'est ça. Mais bref, donc aujourd'hui, bon alors, entre guillemets, nouveau format pour le Basket Lab, mais en fait, on a essayé d'adapter un format que tu fais toi depuis quelques années, puisqu'aujourd'hui, on va essayer de faire un peu en format audio, et donc essayer de discuter un peu plus librement, en micro ouvert, d'un format que en fait tu fais depuis quelques années déjà, ton fameux top 10 de la fin d'année civile. Tous les ans, tu fais le top 10 des articles ou vidéos, ou top 10 de contenu en fait de l'année. Ça peut être des articles de Bleacher Report, de ESPN, des vidéos YouTube, etc., n'importe quoi. Tu fais tous les ans un top 10. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu le fais, ce top 10? Ça fait au moins 4-5 ans, non?
Je sais pas si c'est aussi long que ça. J'aurais dit peut-être à partir de 2020, mais si on fait 2020, 21, 22, 23, ouais, ça fait 4 ans. Ça sera la 4e année. Je sais plus. Ça doit tourner autour de 2020. Par là. On va dire par là, grosso modo. Mais donc, ouais, aujourd'hui, le but, c'est donc tu as fait ton top 10 comme tous les ans, et en fait, tu viens un peu nous le présenter à l'oral, et c'est vrai que c'est un peu plus pratique et sympa de pouvoir en discuter de vive voix, plutôt que juste faire tout tenir en 280 caractères. C'est un peu ça l'idée. C'est ça l'idée, ouais. Eh bien, ok, sans plus tarder, alors, pour ce format qui, je l'espère, sera relativement court, mais je me suis jinxé, puisqu'à chaque fois je le dis, ça finit très long. Surtout qu'il y a beaucoup de potentiel de digression quand même. C'est un peu l'idée. Mais alors, justement, vu que potentiel digression, attaquons directement. Alors, donc, tu as fait un top 10 des contenus qui ont été publiés en 2023, comme tous les ans. Donc, comme dit, ça peut être article, ça peut être vidéo, ça peut être podcast. Alors, moi, j'ai pas un top 10 parce que j'ai pas eu assez de billes. Moi, je lis pas autant d'articles que toi ou ce genre de choses, mais j'aurais quand même quelques propositions à faire aussi. Mais donc, on peut attaquer par donc ton numéro 10 peut-être, et pour chaque contenu de ton top 10 que tu vas nous proposer, 3 petites questions à chaque fois. Qui est l'auteur? Quel est le sujet de ce contenu? Et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller lire ça? Et donc, je te lance de suite avec ton numéro 10, qui est un article du Washington Post, et qui revient en fait sur les coordinateurs vidéo, notamment des Washington Wizards, c'est ça? C'est ça, ouais. Un article de Ava Wallace, qui travaille pour Washington Post, et il me semble que ça date un petit peu, ça doit être du début de l'année. Et en fait, c'est un article qui fait partie d'une série où ils ont été interviewés des gens de la franchise des Wizards, mais pas des joueurs, pas des personnes haut placées forcément dans le front office ou dans le coaching staff. Le but, c'était un peu de s'intéresser à ces personnes de l'ombre qui font partie de la franchise, qui sont embauchés par la franchise, mais voilà, pour faire des boulots dont on parle quasiment jamais. Mais pourtant, s'ils sont là, c'est qu'ils sont quand même utiles. Et les articles sont pour le coup assez courts. C'est pas vraiment des longs formats. Et malgré tout, j'ai trouvé chacun de la série vraiment intéressant, et celui sur les coordinateurs vidéo particulièrement. Alors, juste une précision, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez sur le site du Washington Post directement, vous allez tomber devant un paywall qui va vous dire c'est pas gratuit, il faut payer pour avoir accès au contenu. Mais comme pas mal de sites, malgré tout, assez imposants comme celui du Washington Post, si vous demandez d'afficher le code source de la page, vous pouvez faire ça avec n'importe quel navigateur web, et que vous cherchez un ou deux contenus, un ou deux mots-clés, vous allez tomber un moment sur tout le texte dans la page HTML qui est affichée. Ou alors, vous pouvez aussi payer, on peut le préciser, si vous avez envie vous pouvez aussi payer, là, c'est vrai que je vois le prix qui est, pour les premières semaines, de 50 centimes la semaine. T'es gentil, Antoine, mais moi, j'anticipe les appels de mes avocats, là, donc... Moi, ce que je proposais de faire est totalement légal. Il y a des sites internet qui sont bien, où le contenu HTML, derrière le contenu bloqué, t'y as pas accès. Désolé de le dire, il y a tout qui est sur la page, on peut juste pas scroller pour y aller, quoi. Mais si on est un petit peu malin, on sait comment y accéder, quoi. Bon, on n'est pas là pour discuter page web, HTML et compagnie. Mais c'est pour dire que voilà, c'est pas très compliqué d'accéder au contenu de l'article. Et ce dernier, donc comme on dit, dans la série, celui-là se focalise sur les coordinateurs vidéo des Wizards. Et moi, ce qui m'avait vraiment interpellé en lisant l'article, il y a plusieurs choses. C'est la quantité de travail, parce souvent l'idée c'est un peu de présenter la journée type. Et la quantité de travail que peuvent abattre ces personnes est vraiment assez extraordinaire. C'est pas juste, ils vont aller faire leurs 8 heures de travail par jour à découper des vidéos dans une salle obscure et voilà, non. On voit que c'est de la même manière que des joueurs ou des coachs. C'est vraiment un boulot à temps plein. Ouais. C'est pas parce qu'ils sont en bas de l'échelle qu'ils bossent un peu moins, si on a limite l'impression que c'est un peu le contraire, quoi. À quel point ils peuvent avoir des parcours atypiques, mais que souvent, ce qu'on pourrait voir comme étant potentiellement un peu des geeks toujours derrière un écran, non, on voit qu'il y a une vraie relation entre le fait d'être capable d'aller découper les films,
mais de se montrer utile avec les joueurs sur le terrain, que ça soit pour un truc tout bête ou après un match, une fois qu'ils ont fini les découpages, s'il faut encore aider parce qu'il y a un joueur qui a envie de prendre quelques tirs, vous allez prendre des rebonds pour lui. Mais certains des coordinateurs vidéo aussi, ils ont des idées en termes de développement des joueurs et sont un peu responsabilisés là-dessus, où il y en a un par exemple qui interagit beaucoup avec Denis Avdia, je sais pas si je le dis bien, oui. Des joueurs des Wizards, et qui va s'occuper d'aspects techniques, mais aussi de faciliter un peu la vie du joueur dans la vie de tous les jours, quoi, ou d'être je veux dire, des fois, on va voir que ces personnes-là, elles sont prises pour leurs compétences, mais aussi pour leur personnalité, toujours très positive, qui vont mettre en relation avec quelques joueurs. Et voilà. Bref, si je vous le conseille de lire cet article, c'est, comme vous avez la journée type, vous allez voir que c'est du non-stop, c'est tout le temps, c'est en permanence, parce qu'ils ont toujours des trucs à faire. Il faut toujours que ça soit rapide pour que, avant que le coach, il prenne son avion, il ait déjà, tout le montage du match qui tient en 30-40 minutes d'utile et qui va pouvoir lui-même après analyser. Pour faire ça, potentiellement, le coordinateur vidéo, il a eu un temps très court, donc il a dû optimiser, savoir connaître les astuces et tout. Bref, ils arrêtent jamais et c'est pas un coordinateur vidéo ne fait pas forcément que de la coordination vidéo. Donc voilà, c'est un article tout bête. Alors, je précise aussi, c'est que tous les articles ou contenus que je vais mettre, ils sont anglophones. Je suis désolé. c'est mon biais quasiment depuis le début que je fais cette série. Je lis beaucoup en anglais. Et majoritairement, les contenus que je trouve les plus originaux, souvent, ils sont en anglais. J'ai mon biais, mais je pense qu'il y a aussi un peu une réalité derrière, quoi. Donc il n'y aura pas de podcast du Basket Lab alors dans ton top 10, c'est ça? Écoute, j'ai décidé pour mes avocats aussi de pas faire de conflit d'intérêt. Voilà. Ouais. Bon rattrapage. non mais effectivement, je crois que c'est un peu le. Alors on en a parlé en plus avec Alan Guillou récemment, qui nous décrivait qu'il a un peu ce rôle-là. Alors lui, il est pas que assistant vidéo, mais il est assistant coach, mais il fait aussi ce travail-là. Mais effectivement, c'est un travail beaucoup plus complet que simplement rester, comme tu dis, dans une pièce sombre à regarder des matchs et à faire du découpage sur Adobe Premiere Pro, quoi. Il y a un aspect très, même lui, il nous décrivait à son échelle de vraiment d'interaction avec les joueurs, de participation aussi à cette vie et construction de l'équipe et du jeu de l'équipe. Aussi, l'aspect beaucoup mis en avant que lui nous disait, c'est aussi sur le développement individualisé des joueurs. Exactement. C'est exactement le contenu de l'article. Ouais, voilà. Pardon, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas à t'excuser. C'est la preuve que même à d'autres échelons de compétition, on retrouve la même chose. Et je trouve que des fois, forcément, on se limite au titre d'un job. Et ce qu'on voit assez rapidement en NBA, c'est que, en réalité, faut pas être monotage, faut être capable de faire plein de choses, quoi. D'ailleurs, tant qu'on est là-dessus, on a un Français qui est analyste vidéo maintenant au Atlanta Hawks. Je sais pas si tu le savais, Brian George. Je sais pas si ça te parle, mais qui est le bienvenu sur le podcast quand il veut, évidemment, s'il en a le droit. mais cocorico quand même, tout de même. Mais en effet, il y a un peu ce côté de. Donc déjà, d'une part, le job est plus complexe que simplement faire du découpage un peu comme n'importe qui pourrait le faire, et un travail un peu simpliste, mais en plus je crois qu'on se rend pas compte aussi sans doute de à quel point les coachs, les principaux, les head coachs bossent énormément. Ils sont toujours en train de revoir les matchs et tout, mais pourquoi est-ce que eux aussi arrivent à autant consommer les matchs de leur propre équipe ou alors des adversaires? C'est parce que derrière il y a toute cette armée de coordinateurs vidéo qui fait un peu le travail de fourmi qu'on voit pas, mais qui permet aussi tout ce que toute la hiérarchie ensuite au-dessus puisse en profiter. Et c'est vraiment un travail qui à la fois, donc il y a cette partie technique un peu lourde, mais finalement il n'y a pas que ça aussi, quoi. Donc c'est vraiment un job assez complet, quoi. C'est vraiment des gens, on se rend compte du degré de compétence en fait qu'ils ont, et que c'est pas pour rien si pour ces coordinateurs vidéo le modèle c'est Rick Spoelstra, quoi. Mais ça montre bien que si c'est leur modèle, c'est que c'est pas juste qu'ils savent bien découper une vidéo et voir ce qu'il y a derrière, c'est que non, il y a tout ce qu'il faut, que ça soit les connaissances, la partie de pouvoir l'appliquer sur le terrain et tout ce qui est dans le relationnel, ou même pour ces personnes-là, on voit déjà qu'ils sont complètement responsabilisés là-dessus.
il faut se rendre compte que pour tout ce qui est données statistiques, il y a un phénomène d'automatisation du travail grâce au progrès technologique, tout ce qui est tracking, etc. Par contre, pour de l'aspect de coaching, pour de voir un système, voir comment telle équipe réagit face à tel petit détail, comment est-ce que l'équipe adverse fait un drop ou pas, avec quel angle ou pas, comment il y a tel système qui est appelé à tel moment. Voilà, toute cette partie-là, il n'y a pas encore l'aspect d'automatisation. Donc voilà, autant il y a certains boulots où la récolte de données simples, ça peut se faire à l'ordinateur ou même par des caméras et sans personne humaine. Mais par contre, tout ce travail de coaching, de système, de scouting, etc. Ben voilà, toute la partie basket, il y a encore besoin de ce travail de fourmi, encore une fois. Donc, c'est un peu tout ce job-là. Ok, pour ton numéro 10, tu me dis si tu as d'autres choses à rajouter sur ce suivant. Top 10. Alors, effectivement, on peut passer au suivant. Et là, on part sur une autre direction. On part sur un article sur Greg Oden. Et d'ailleurs, j'aimerais bien te poser la question, tu développes un peu, pour le coup, sur l'auteur qui, je crois, est une... qui travaille chez The Ringer, mais qui a aussi écrit un bouquin sur Giannis, je crois. Oui, et qui va bientôt en écrire un sur Hakeem Olajuwon. Et que tu apprécies aussi particulièrement, je crois, non? Qui est Mirin Fader, ouais. Et que je trouve qui est dans ces lignées de personnes qui... que j'ai tendance à dire qu'ils font le storytelling, mais qu'ils le font bien. Ouais. qui savent raconter une histoire. Et pas forcément dans le sens aller modifier les faits, mais vraiment, voilà, prendre les petits détails, prendre les grandes histoires, être capable de faire parler les gens, et pour donner un contenu un rendu à la fin qui est vraiment très agréable, fouillé, recherché, et qui sait en plus, je pense, toucher un peu les cordes sensibles sur le côté un peu humain, de retranscrire des émotions, des parcours qu'on imagine, mais voilà, c'est ces personnes qui sont vraiment talentueuses, elles nous le font pas juste imaginer, elles essaient un peu de nous le faire ressentir. Voilà. Et son bouquin sur Giannis Antetokounmpo, je suis pas sûr qu'il ait encore été traduit, mais il est vraiment bien. Alors je sais que le parcours d'Antetokounmpo, il y a eu des, je sais pas si c'est une série, c'est un film qui a été fait. Bref, il y a eu différents contenus qui sont sortis, et à juste titre parce que l'histoire est vraiment incroyable. Mais en tout cas, le livre, je trouve, est non seulement bien écrit, mais avec plein d'anecdotes hyper intéressantes. Franchement, en termes de lecture pas très compliqué et tout, c'est vraiment bien. Et du coup, comme tu dis, elle officie sinon en général sur The Ringer, où c'est pas des articles toutes les semaines, hein, je pense qu'on est même pas un article au mois, mais en général quand ça sort, ça vaut vraiment le coup d'être lu, et c'est vrai qu'elle en avait fait un, je vois, c'était en mars justement sur Greg Oden. Et je pense qu'on imagine assez facilement l'angle qui va être fait, voilà, du joueur qui, malgré lui, a été un bust, tel qu'on le qualifie communément, quoi. Qui en plus, pour certains le seront, mais en plus, il y a côté buzz, échec basket, mais même humainement, où le joueur finit par sombrer dans l'alcool, est devenu, on en parlait sur le Discord il y a pas longtemps, de toute l'épidémie des opioïdes aux États-Unis, et à quel point elle avait touché le basket parce qu'on n'entend jamais parler. Et en creusant, on voit en fait qu'il y a un certain nombre de joueurs qui, en effet, pour tout ce qui est un peu les antidouleurs, ont contracté cette dépendance. Et ça a été le cas de Greg Oden en plus de l'alcool. Et du coup, ce qui est l'angle, le fil rouge un peu qu'a l'auteur sur l'article, c'est de dire, en fait, malgré toutes les choses qu'a pu vivre le joueur, toutes les déceptions, les mauvais côtés que lui en est le basket, non, le basket ça a été sa vie, et que d'une manière ou d'une autre, il essaye de continuer à s'y rattacher malgré tout, quoi. Et je trouve que ça fait une assez belle histoire. J'apprécie aussi qu'ils n'ont pas éludé le côté sur les violences domestiques, sur lesquelles Greg Oden a été même condamné. Il y a un côté assez transparent là-dessus. Du moins, après, je connais pas les faits dans les détails, mais j'ai l'impression que ce soit l'auteur ou le joueur n'ont pas décidé de passer outre ça, quoi. Donc voilà, c'est un portrait assez long, ça se lit en une vingtaine de minutes, là pour le coup on est sur un long format, mais
je suis pas sûr qu'en fait c'est quelque chose que j'aurais conseillé si ça avait été quelqu'un d'autre que Myriad Fader, parce qu'encore une fois, voilà, je pense qu'on voit très bien là où l'histoire va pointer, mais malgré tout, c'est bien écrit. Il y a Greg Oden en plus apparaît comme étant quelqu'un finalement d'assez ouvert, qui n'hésite pas à donner son parcours avec les mauvais côtés, et voilà, ça fait quelque chose d'assez touchant, et toujours un peu ce côté utile. Voilà, quand on parle de l'humain derrière le joueur, c'est pas les aspects mentaux, etc. Faut pas aller voir qu'à travers la réussite ou non, mais à travers, même des mauvais côtés, des bons côtés, de voir les ressentis qu'ils peuvent avoir et qu'on doit garder en tête, parce que c'est ce qui fait aussi le sport, quoi. Bon, alors, pour les plus jeunes, hein, on précise, hein, Greg Oden qui a été l'homme qui a été drafté avant Kevin Durant, hein, évidemment. Vrai. Puisque j'avais de préciser, ouais. On ne fait plus partie des plus jeunes, malheureusement. Mais non, je pense que la majorité quand même le savent. C'était censé être le nouveau Shaq, le nouveau pivot dans cette lignée des pivots de toujours, hein, d'ailleurs. Et effectivement, en plus, il y a un côté, je pense, assez triste que ça n'a pas été totalement un bust que basket, quoi. C'est des blessures, surtout, qui l'ont... Sa deuxième saison, où je me rappelle avoir bien vu jouer, je fais pas du tout confiance à mon avis d'époque, mais en attaque, ça restait, c'était utile, mais sans plus. Mais défensivement, il y avait une présence qui se faisait vraiment ressentir, et qui correspondait certes beaucoup bien au basket de l'époque, quoi. Et je pense que même s'il avait réussi, la fin de carrière de Greg Oden, ça aurait peut-être été un peu compliqué. Mais non, il y avait des débuts qui étaient vraiment prometteurs, et une complémentarité qui était très bonne avec le reste de l'équipe des Blazers sur le moment, quoi. Si je te fais un over-under en termes de minutes en carrière NBA pour Greg Oden, si je te mets la barre à 2000, tu prends au-dessus ou en dessous ? En dessous. Non, c'est juste au-dessus. C'est 2028 minutes. Ouais, 2028 minutes. Mais voilà, j'estime que presque avec mon under, j'ai gagné, quoi. Ouais. Non, mais pour dire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut prendre 2000 minutes, par exemple, c'est James Harden en 2023, par exemple, en termes de minutage total, donc effectivement. Et d'ailleurs, c'est vrai que son portrait et son histoire est d'autant plus aussi étonnante, comme tu as dit, qu'on aurait pu avoir un mec totalement dégoûté du basket, en plus pour des raisons qui échappaient un peu à son contrôle, hein, les blessures, et qui finalement aujourd'hui, je crois, est coach ou assistant coach à Butler. Ouais, c'est ça. À l'université de Butler, ouais, dans l'Indiana. D'ailleurs, t'en as d'autres tu parlais de Myriad Fader, t'en as d'autres des noms comme ça de bons biographistes basket. Je pensais à Jack McCallum, mais c'est pas vraiment biographie, non? Oui, bon, je suis pas sûr que Jack McCallum publie maintenant. Il fait des bouquins au long cours, mais je suis pas sûr qu'il publie régulièrement sur le net. Et non, là, tu vois, j'ai sans doute des oublis. Et c'est même sûr que j'ai des oublis, parce que j'ai lu des choses comme ça, que j'ai pas retenues, mais qui étaient bonnes, mais là, il y en a aucun qui me vient en tête. Comment il s'appelle? Sam Smith pour Michael Jordan. Ah non, il y avait Lee Jenkins, mais qui était suffisamment bon pour à la fin se faire recruter par une franchise NBA pour gérer la com de la franchise. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'était aux Clippers. Clippers, ouais. Bon, après, il y avait Fred Hermel pour Zinedine Zidane, mais passons. Changement de direction complet à la Shai Gilgeous-Alexander et à s'en déboîter la cheville. Ton numéro 8 dans le classement, on délaisse un peu le storytelling et on part plutôt sur un article très orienté tactique. Alors je vois, c'est sur le... Alors ça s'appelle Structure Freedom, Why and How. Alors explique-nous tout ça. C'est de Francesco Nani, un coach italien. Et je crois... alors je sais plus s'il est coach principal ou assistant coach, mais je me demande s'il n'a pas été coach d'équipe en deuxième division italienne. Je sais pas où il est aujourd'hui, je veux pas dire de bêtises, mais voilà. Donc quelqu'un son entraîneur, c'est son métier, quoi, et plutôt un bon gros niveau.
Et ça, je l'avais repéré il y a quelques années sur Twitter parce il faisait vraiment des threads qui étaient vraiment bons et je trouve en plus très pédagogiques. Et là, cet article-là, on tombe en plein dessus. Où c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup dans les systèmes NBA, mais pas juste d'ailleurs dans la NBA, hein, dans quasiment toutes les ligues, d'avoir cet aspect free flow des attaques. Où plutôt que ce qui pouvait un peu avoir lieu il y a 30 ans où ok, sur cette possession on va jouer tel système et c'est pas qu'il y avait qu'une seule option possible sur ce système mais c'était vraiment quelque chose de très rigide. Voilà, on peut penser par exemple au floppy pour un Rip Hamilton où la possession était faite pour lui. Alors certes il pouvait aller soit d'un côté et prendre un écran, soit avec l'autre côté prendre deux écrans et qu'après certes il y avait plein de variations quoi. Mais on restait sur quelque chose d'assez rigide. Ouais, tu veux dire, en gros, il y a un joueur qui tient la balle qui bouge pas, il y a 3 joueurs qui font des écrans qui bougent pas, et finalement, il y avait que Rip Hamilton qui bougeait, quoi. Donc, c'est un dynamisme limité, quoi. Et si ça marche pas, en plus, on est obligé de lancer quelque chose d'autre complètement, quoi. Ouais, c'est vraiment une action très fixe, quoi. Même si ça n'empêche pas de pouvoir faire plein de lectures à l'intérieur, quoi. Ce qui montre qu'on est sur un peu quelque chose de graduel. Quelque chose n'est jamais complètement fixe. Et ce que nous apprend l'article, hein, c'est que quand il y a un grand degré de liberté, c'est pas une liberté totale. C'est ce qui dit, d'un côté, si vous avez des systèmes trop fixes, vous avez aucune liberté, vous allez devenir très prévisible et vos joueurs vont être prévisibles et vont aussi se cantonner justement juste à juste à ce qu'on leur demande de faire et pas plus. À l'inverse, si vous donnez une liberté trop grande, vous avez plus de structure et vous risquez d'avoir des joueurs qui se marchent sur les pieds, qui se comprennent pas, un manque d'alchimie, quoi. Et du coup, là, l'idée qui est développée dans ce papier, dans ce blog, ça va être d'expliquer pourquoi déjà on veut introduire plus de liberté, quels sont les avantages. Il met à la fin un peu les inconvénients, mais voilà, il pèse un petit peu le côté gain, si ça marche bien, il risque de l'autre côté. Et surtout, comment le développer. Et exemple à la clé. Et c'est ce qui fait que je trouve que c'est très intéressant parce qu'on est souvent sur des concepts qui sont un peu flous, un peu opaques, qu'on utilise un peu à tout va pour dire des choses assez différentes. Et je pense que un peu la critique que je viens de faire, je pourrais me l'auto-appliquer un peu de temps en temps aussi. Et là, on a quelqu'un qui, c'est très clair pour lui ce que ça veut dire, ce que ces choses veulent dire. Il revient bien sur des définitions claires où il dit, par exemple, je veux une option dans un système, c'est ça, et par contre, un read, une lecture de jeu, c'est ça. Et c'est vraiment deux aspects différents, quoi. Et que quand on donne de la liberté, les lectures, vous demandez toujours aux gens d'avoir les bonnes lectures, ça n'empêche pas, mais par contre, vous allez lui donner certaines options. Et vous allez forcer, on va dire, vous allez donner des grands concepts généraux sur lesquels appuyer, leur donner un peu des débuts de base, et après à eux de lire. À eux de faire les choses correctement, de choisir les bonnes options, et de devenir imprévisible, et imprévisible pour l'adversaire, mais pas forcément pour ses coéquipiers, quoi. Et voilà. Et ce que j'aime vraiment, c'est l'aspect très détaillé, exemple, et limite, si même vous êtes coach, d'expliquer comment on installe ça au fur et à mesure dans un training camp, où il dit, au début, vous commencez sans adversaire, juste dans un jeu à 3 contre 0. Et voilà. Et du coup, c'est l'aspect vraiment très, très détaillé. Ça a l'air, quand vous allez le lire, c'est des concepts un peu fumeux, on va avoir l'air très clair. Et je trouve que c'est agréable parce que, comme c'est dit dans l'introduction de l'article, cette idée de donner de plus en plus de liberté au jeu, c'est quelque chose qu'on retrouve pas juste en NBA, qu'on retrouve dans toutes les ligues, qui feront bondir tous ceux qui disent aujourd'hui il n'y a plus de tactique, en NBA, il n'y a plus de tactique en plein de ligues. Lisez cet article et vous comprendrez un peu plus ce qui est recherché derrière, quoi. Il n'y a plus de tactique aussi avant le 4e quart-temps. Et là, ça commence à jouer dans le 4e quart-temps. on l'entend. Mais non, effectivement, on vous invite à aller voir les vidéos et lire le texte. Donc, comment est-ce qu'on arrive un peu à structurer le chaos, en fait. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça l'idée, ouais. Ce qui nous apparaît, nous, pour étant comme du chaos, est en fait un bon degré de quelque chose qui est quand même structuré, où il y a des consignes claires,
Et de ce qu'il y a à la fin, si vous arrivez à donner le bon degré de liberté aux joueurs, c'est super parce que eux se sentent hyper responsabilisés, vont se sentir plus investis dans le jeu et en plus vont devenir imprévisibles pour la défense adverse, quoi. Donc beaucoup d'intérêt à ça. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe dans le foot aussi, hein. Je crois que c'est Florent Tonuti qui nous en parlait cet été. C'est un peu ça, ce qu'on appelle le projet de jeu dans le foot, c'est pas forcément des systèmes scriptés au mouvement près, mais c'est vraiment donner des grands principes de base et que chacun ait un peu les mêmes automatismes et les mêmes patterns, les mêmes schémas parfois pour comment combiner, etc. Et d'ailleurs, ça existe déjà en NBA, hein. L'attaque des Kings, par exemple, ça marche un peu comme ça. Et même d'ailleurs, toutes les attaques NBA ont un peu ce genre d'automatisme aussi, quoi. Et c'est pour ça se ressent aussi dans là où les franchises mettent l'accent à la draft. Oui. Où certaines franchises vont avoir ces joueurs qui, on peut penser notamment à Oklahoma City, qui non seulement sont complets, mais qui vont avoir l'intelligence de pouvoir faire les lectures un peu en permanence et de s'installer dans ces systèmes avec beaucoup de liberté, sans continuellement se rentrer les uns dans les autres, ne pas optimiser son spacing, etc. Au passage, j'ai fait un classement, le classement... je l'ai fait sur un bout de feuille, vite fait. L'idée, j'ai dû surtout en prendre 10 parmi ma playlist, mais voilà. Il y a un peu un classement, je me suis amusé, mais je me suis pas pris sérieusement, donc le 6 c'est pas forcément beaucoup mieux que le 8, et c'est complètement des préférences, des goûts et des couleurs, donc... Allez plutôt lire le thème qui vous intéresse plutôt que selon le classement, quoi. Mais donc effectivement, voilà pour le numéro 8. Et pour le numéro 7, on rebascule un peu sur de l'histoire et un peu du storytelling, puisque pas de vidéo, pas de tactique, c'est plutôt l'histoire de Bill Russell, mais non pas en NBA, mais plutôt avant la NBA. Ouais, je sais plus quand est-ce qu'on avait fait sur... Tu vois, là, pour le coup, je vais quand même... les avocats m'acceptent un peu d'auto-promo. Où on avait fait sur les codés Parker, l'épisode sur Bill Russell. Je peux te dire quand c'est, mais tu vas pas aimer. C'était en août 2022. En août 2022, ouais. C'était il y a longtemps. C'était en août 2022, d'accord. On avait fait... on a du coup, c'est vrai que pour bosser, je m'étais beaucoup basé sur le livre de l'autobiographie, pas l'autobiographie, c'était une biographie mais écrite avec quelqu'un d'autre de Bill Russell. Le problème, c'est que le bouquin, il est absolument introuvable, où il coûte hyper cher. Ouais. C'est vrai que j'ai eu de la chance, moi je l'ai payé pas trop cher, mais le livre était franchement pas dans un très bon état, quoi. C'était un peu ce qui m'avait embêté, c'est que le truc qui est hyper intéressant, on ne peut pas vraiment le conseiller parce que le livre est introuvable. Et au moment où c'est comment je suis tombé sur cet article, je me suis dit tiens, c'est assez intéressant, je vais voir si je peux avoir des trucs en plus. J'ai pas appris beaucoup en plus que le livre, mais comme le livre est super, et que cette période, tout le monde sait, Bill Russell, il a 11 bagues et tout. Ouais, enfin, sur sa carrière universitaire, je crois que il y a 2 titres et il y a 60 matchs gagnés d'affilée, un truc complètement hors norme. Et en plus, on arrive avec un joueur au début qui est encore très frustre et qui à la fin va finir en monstre qu'on connaît, quoi. Et du coup, l'article est pas mal fidèle par rapport à ce qu'il y a dans le bouquin. Donc ceux qui étaient intéressés par la carrière de Bill Russell, qui voulaient un peu en savoir plus sur cette période, je vous conseillerais bien le bouquin. Et le bouquin, c'est compliqué et en plus c'est long comme investissement. Mais cet article-là, c'est plutôt bien fidèle, c'est bien résumé, bien écrit. Donc voilà, vous retrouverez un peu plein de détails croustillants, à la fois le parcours de Russell dans l'université, les petites anecdotes croustillantes, mais aussi qu'est-ce que ça voulait dire d'être un Afro-Américain à l'université de San Francisco, sachant qu'il habitait à Oakland juste de l'autre côté. Qu'est-ce que ça voulait dire à cette époque-là? Ouais, c'est plutôt... Si mon référentiel, c'est le bouquin Second Win, ce qui est écrit là-dedans, et il peut vraiment bien résumer. Ouais, qui n'a pas du tout été le premier choix de la draft, hein, si je ne dis pas de deuxième choix, ouais. Ouais, et alors j'essaie de retrouver qui était l'équipe numéro 1. C'était pas qu'un choix sportif, non? C'est les Hawks. Il a échangé contre je crois qu'il a échangé contre les Hawks. Alors, est-ce que c'est les Hawks qui ont le premier choix? Je sais plus, tu vois, tu me mets une hésitation, mais
les Celtics vont réussir à le récupérer. Je sais plus. Effectivement, il est que le deuxième choix et les Celtics arrivent à le récupérer en faisant un échange, en envoyant. Tu vois, j'ai même déjà tout oublié. J'essaye de me l'en faire, mais j'ai déjà tout oublié. Et oui, il n'était pas le premier choix. Parce qu'il y avait encore ce côté où c'est expliqué dans l'article, mais que c'était principalement une domination défensive qui du coup se voyait pas dans les stats de l'époque. Ouais. Et qui en plus donnait un style qui était très novateur, où il y a plein de monde qui reprochait à Bill Russell de dire mais on saute pas en défense, quoi. Oui, enfin, si tu sautes au bon moment et qu'en plus t'as la détente et la taille de Bill Russell, ça peut quand même être intéressant, quoi. Il y avait un côté novateur qui, pour beaucoup de monde, où ça allait pas, et je pense que même au moment de sa draft, alors que ça aurait été évident qu'il était le meilleur joueur, et de très loin, il n'y avait pas les codes à l'époque pour comprendre totalement ce qui se passait. En plus, on revenait en plus un peu d'une époque en NBA où l'horloge des 24 secondes était arrivée un peu tout juste il y a quelques années auparavant. Ouais. Et que ça amenait une révolution et que tout le monde n'était pas encore à même de comprendre ce que ça voulait dire. Et je pense que Bill Russell, avec son côté très frustrant en attaque, pas quelqu'un qui allait marquer 30 points par match, les gens voyaient pas forcément l'impact derrière, quoi. Le troisième choix de la draft, de la draft 56, du coup. Le troisième choix, tu vois, je vais dire des bêtises. Est-ce que le premier est pas un territorial pick? Bref, on va pas rentrer là-dedans, mais bon. Ah, peut-être, ouais. Oui, il y a des classements bizarres. Non, c'est quoi ce truc? Ah non, t'as raison, en fait. Alors pourquoi il y a Tommy Heinsohn qui est numéro 1? Bref, non. Parce que, je sais plus, mais c'est à l'époque où, tu sais, tu pouvais, si le joueur venait d'une certaine zone géographique, tu pouvais te le réserver pour toi. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça l'anecdote que je voulais retrouver, c'est ça. Mais non, je trouve ça marrant aussi que du coup, les deux plus grandes légendes de la franchise de Boston, ou pas loin, parce qu'il y a quand même Larry Bird, mais viennent de Californie, du coup. Bill Russell et Paul Pierce aussi de Californie, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois aussi, oui. Mais bref, donc le article pour l'histoire de Bill Russell avant la NBA qui peut être très intéressant à lire. De Martesi Johnson, on n'avait pas dit. Sur le site de Handscape, que je ne connaissais pas du tout. C'est une partie d'ESPN, mais qui se focalise sur tout ce qui est un peu l'histoire ou des interviews qui sont liées aux grandes personnes afro-américaines du basket. Donc le numéro 7, l'article sur Bill Russell qu'on vous conseille. Numéro 6, on repart sur un peu plus de la tactique, et même au-delà d'un article, c'est une vidéo d'une chaîne qu'on aime bien tous les deux en plus. De Ben Pfeiffer, ouais. Ouais. J'aime beaucoup Ben Pfeiffer. Je sais pas si tu l'aimes beaucoup aussi, mais moi je l'aime beaucoup. Oui. C'est toujours, on vous la conseille parce que c'est des formats qui sont très simples. Parce que c'est quelqu'un qui arrive, il a fait du coup un montage vidéo qui, en général, son montage vidéo, il va durer entre 2 et 3 minutes, des fois un peu plus, des fois même moins. Il va causer dessus parce qu'il a trouvé des choses qui paraissaient intéressantes. Il va causer dessus, alors du coup, quand il cause sur 2 minutes de montage, ça fait une vidéo de 7 ou 8 minutes. Il va pas arrêter de revenir en arrière et tout. Le format est très simple, donc il n'y a pas de montage, on ne voit pas, c'est juste une voix, il explique ce qu'il a trouvé d'intérêt. Il est très productif, mais je trouve que c'est toujours ses avis sont toujours très intéressants. Parfois peut-être un peu trop positif, mais il sait être négatif aussi comme il faut. Et en général, quand il y a un joueur, vous connaissez pas trop son profil et que Ben Pfeiffer fait une vidéo, vous aurez une image beaucoup plus claire et surtout vraiment avec les détails vidéo qui vont avec. Je crois qu'il est un peu plus jeune, parce que à l'époque où moi je traînais un peu sur le draft Twitter, il était pas trop là, ou un peu jeune, mais donc je dis ça aussi pour ça, parce que il a un peu ce défaut entre guillemets de la jeunesse de parfois effectivement exagérer le positif parfois, mais ça reste quand même un des meilleurs, je trouve, effectivement sur l'analyse de joueurs, et en plus le côté volume productivité aide aussi, quoi. Ouais.
Et du coup, là, moi, j'ai choisi une vidéo en particulier de lui et qui sera à mettre en parallèle avec d'autres articles, Ouais. d'autres contenus qu'il faudrait mettre en parallèle. Ou sur cette année 2023, maintenant qu'on sait que Nikola Jokic, il est très très fort, il y a plein de gens qui ont commencé à s'intéresser en se disant, mais si Nikola Jokic, il est devenu aussi fort et qu'il a été drafté aussi tard, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu voir, quoi? Ouais. Alors, il y a eu un article d'ESPN il n'y a pas longtemps que je vous conseille aussi qui vient plus sur le côté l'histoire de Nikola Jokic, comment il a grandi. Est-ce que c'était. Il y a quelques interviews de coachs ou de scouts qui sont hyper intéressantes parce qu'il y a un scout qui dit non, mais j'étais là à un de ces matchs, je l'ai vu jouer. J'étais pas venu pour lui, mais j'ai même pas noté son nom, quoi. Et on m'aurait dit, mais tu trouves pas que le petit Nicolas il est bon Et il aurait dit, non, le potentiel, je le vois pas du tout, quoi. Et qu'il reverra un an plus tard, ou je sais plus, dans l'histoire, et qu'il dit, ah ouais, non, mais en fait, il y a quand même des choses très intéressantes, quoi. Bref, passons. Et là, ce à quoi s'amuse faire Ben Pfeiffer dans la vidéo, c'est qu'il a été regarder des matchs de Nikola Jokic avant qu'il arrive en NBA, et en se posant la question, est-ce que c'est ceux qui, on va dire tout l'écosystème NBA qui s'est foiré en disant mais en fait on aurait mieux regardé, c'était évident qu'on avait un joueur de cette trempe-là, Ouais. ou alors est-ce que non en fait c'était pas prévisible une telle ascension. Bon, on se rend bien compte quand on pose la question, ça va pas être forcément une réponse et pas du tout l'autre et vice versa, quoi. Et du coup ce qui est intéressant c'est on retrouve le Nikola Jokic qui évoluait alors je sais pas si c'était à Megalix qu'il était lui, tu vois, j'ai même perdu l'équipe au moment où il jouait en Europe, mais du coup on retrouve ce Nikola Jokic, c'est ce qui des parallèles où on se dit oui mais on retrouve ce côté passeur lecture mais aussi les défauts et les défauts qu'il a pu corriger, mais est-ce que c'était évident qu'il peut corriger ses défauts et tout, c'est le contenu de la vidéo. Ça doit pas durer très longtemps et je dis ça, j'ai pu cliquer, mais ça doit être, en tout cas pour moi, ça vaut le coup d'œil. Ça fait quand même 17 minutes. Donc l'auteur doit bien rentrer dans les détails. Et voilà, je trouve que c'est toujours bon de se poser des questions là en se disant mais si on a loupé un joueur qui est devenu aussi fort, est-ce qu'on s'est foiré collectivement ou pas, quoi. Effectivement, il a été MVP au Megalix, mais effectivement, il y est depuis. Il a fait saison 2013, 14 et 15, donc au Megalix là-bas. Il finit MVP de la Ligue Adriatique, je crois, c'est ça, ouais. La dernière année. Exactement. Mais je crois que je me demande si la vidéo se focalise pas sur l'année juste d'avant, parce qu'il me semble qu'il est drafté juste l'année d'avant. C'est ça, ouais. Il est drafté en 2014, il reste un an, ouais. Donc, il reste un an possible, après où il finit MVP, mais je crois que la vidéo se focalise sur l'année avant qu'il soit drafté. Parce que c'est là où c'est plus intéressant, quoi. Oui, bien sûr. Oui. C'est effectivement avant la draft. Il aurait pas eu la même valeur après. Mais après, il y a eu des doutes, même quand il est arrivé en NBA, et même assez tard, finalement. Même moi, j'en ai eu. Si on m'avait dit que Nikola Jokic finirait MVP. Ah oui, bien sûr. Pour moi, il y avait tellement un côté Boris Dio que, comme Boris Dio, tu te dis, il sera jamais capable de passer ce cap au scoring mentalement, d'accepter, si un tel jour il faut mettre 30 points, de mettre 30 points. Et bon, c'est un peu comme le passage où on est passé à Slim Jokic, il y a eu beaucoup d'adaptations aussi, qui n'étaient pas forcément prévisibles, où le joueur, à un moment, on commençait, je me rappelle qu'on a fait le podcast avec l'écho des parquets, où l'idée commence à devenir assez claire de Jokic, et que malgré tout, il a repassé un cap en termes d'évolution pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui, quoi. Oui. Non, mais effectivement, c'est pour ça qu'il y a toujours ce double truc pour moi de... d'un côté, tu vois, il y a des joueurs qui sont genre MVP de ligue en Europe, du genre Luka Doncic, du genre Nikola Jokic, du genre, c'est Alperen Sengun aussi, je crois, a été MVP, si je dis pas de bêtises, en Euroleague ou un truc comme ça. Eurocup, je crois, ou je sais plus. Eurocup, ouais, donc il y a des trucs comme ça où tu te dis, oui, mais en même temps, c'était un peu évident que du coup, il soit bon. Et de l'autre côté, c'est aussi, c'est pas évident de faire la transition, mais sur ce genre de vidéos et de travail a posteriori, je me demande aussi à quel point est-ce qu'on n'a pas toujours, et je me mets dedans, parce que je le fais régulièrement dans les pourquoi j'avais tort, etc., mais effectivement, le côté biais de
ben en fait, tu vas voir tous les éléments positifs, tu vas un peu les amplifier, et de manière inconsciente, hein, c'est ça un biais, c'est inconscient. C'est à quel point il n'y a pas un peu un côté, tu réétudies le truc, tu dis, ah mais ouais, effectivement, tu vois, c'était très bien et tout, mais à quel point c'est pas aussi exagéré, parce qu'on sait qu'à posteriori, ça s'est bien tourné, etc. Quoi. Mais au-delà de ça, je trouve que la vidéo est très intéressante, notamment, il y a un point, sans vouloir trop spoiler, mais au niveau du shoot, où il détaille un peu le côté... notamment la diversité du shoot, où même à l'époque, il n'avait pas des bons pourcentages, il était assez à l'aise pour prendre des jump shots un peu de plein de manières différentes. Ça, c'est vrai que ça peut être un indicateur intéressant pour quelqu'un qui ensuite peut développer un shoot. Si déjà très jeune, il est capable de prendre des jump shots dans plein de manières différentes, en fait. Ouais. Moi, tu vois, c'est les défauts quand c'est comme ça qui m'intéressent le plus. C'est de se dire... Ouais. Parce que les qualités, si elles ont été transposées, on les connaît déjà, en fait. Mais les défauts du joueur à cette époque-là, on les connaît pas et se dit ah ouais tiens mais genre ok c'est ça qui était difficile pour lui à l'époque quoi. Ouais. En effet. Bon la vidéo est très intéressante hein, et c'était aussi j'avais noté moi c'était une de mes chaînes YouTube recommandation c'est Ben Pfeiffer. Il y a beaucoup de volume hein, donc vous allez vous lever tous les matins ou tous les 2 matins dans votre feed d'abonnement il y aura une vidéo mais il y en a quand même pas mal vraiment toutes quasiment qui valent le coup je pense. Où est-ce qu'on en est numéro 5 du coup on rentre dans le top 5 et là on part sur aussi une vidéo de quelqu'un qu'on connaît un peu plus je crois si je dis pas de bêtises puisque c'est un certain Ben Taylor. Non c'est pas Ben Taylor je dis n'importe quoi. Non. J'ai confondu avec le titre justement. Je vais pas me fâcher après ce que j'ai dit que tu confondes mon numéro 3 et mon numéro 5. Oui c'est ça pardon. C'est une vidéo de Hoopvenue, mais si vous regardez un peu ce qui se fait en termes de chaîne sur la NBA, c'est quelqu'un que vous avez déjà dû passer. Ouais. C'est pareil, très, très prolixe, mais je suis pas toujours complètement séduit, ça fait peut-être un peu trop négatif. Et je trouve que c'est pareil, c'est un peu ce côté, je vous présente l'équipe quand tout va bien, et ça se focalise limite pas assez sur les défauts, je trouve, quoi. Oui. Tu sais, c'est un peu des fois le défaut où, comme tu fais une vidéo sur un sujet, tu vas embellir le sujet limite pour ta vidéo, quoi. C'est ça, ouais. Et je trouve qu'il y a un peu ça, des fois, du côté de Hoopvenue, même si c'est pas je veux dire, globalement, la qualité est quand même bonne, voire très bonne. Non, mais je suis d'accord qu'il y a un peu ce côté, alors déjà il y a la quantité, mais ça c'est bien, mais il y a un côté très descriptif de ce qui se passe sur le terrain, alors c'est bien, hein, mais c'est descriptif et c'est aussi, comme tu dis, chaque vidéo t'as l'impression que le mec dont il parle ou l'équipe dont il parle, c'est la meilleure de NBA ou pas loin, quoi. Donc... Ouais, c'est ça, ouais. Et là, du coup, c'est une vidéo historique qu'il a fait, plutôt long format, je crois que c'est 27-28 minutes. Mais dans un style que j'adore, dans un style qui me rappelle Mike Prada. Mike Prada, lui, c'était plutôt sur des articles. À savoir, en fait, on va se focaliser sur une séquence du passé et on va l'analyser, vraiment avec une analyse vidéo. Une analyse vidéo pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, quoi. Loin des grands classiques écrits à chaque fois, c'est de se confronter. Et là, en l'occurrence, c'est les finales NBA 1988, entre les Lakers et les Pistons. Série un peu légendaire qui finira en 7 matchs, qui permettra à Pat Riley de remplir son back-to-back. Non, mais t'as spoilé là pour ça. Et série qui est surtout très connue pour Isaiah Thomas qui se fait mal à la cheville et qui, malgré qu'il soit boitant, essaiera de mettre des points pour quand même, je sais plus combien il mettra, 25 points, je me rappelle plus, pour essayer quand même d'aller récupérer le titre, mais échouera. Et qu'il y aura aussi, ça sera un titre gagné sur la fameuse faute fantôme que, je crois que c'est Bill Laimbeer aurait fait à Kareem Abdul-Jabbar. Alors que les images montrent qu'il n'y a pas faute. C'est un peu je viens de citer un peu les grands éléments connus de ces finales 88. Il y avait déjà Scott Foster 88 ou pas? Je ne sais pas, mais le pire c'est que ça pourrait limite être crédit qu'il y avait déjà Scott Foster. Alors ça s'intéresse au finales 88, mais sur un aspect qui est la défense de Rodman et comment Chuck Daly utilise Dennis Rodman sur la série.
Et notamment avec cette idée, est-ce qu'il doit l'utiliser plutôt sur Magic Johnson ou non, ou sur James Worthy. Et ça lui permet déjà de décrire le défenseur qu'était Rodman à l'époque, son impact défensif, et après vraiment le choix tactique. Est-ce que les choix tactiques de Chuck Daly sur combien de temps faire jouer Rodman et sur qui se sont avérés payants, quoi. Et l'auteur de la vidéo développe un peu une thèse que Chuck Daly s'est quand même pas mal vautré dans ses choix sur la série, et il va le faire vidéo et statistiques à l'appui. C'est comme ça un truc que j'aime bien, on prend un peu les outils modernes sans avoir forcément il faut jouer comme ça avec il faut jouer avec plein de spacing en 88. Non, c'est pas du tout l'idée, mais c'est vidéo, statistiques à l'appui, de voir si quels sont les choix qui sont faits par les coachs et est-ce que ça marche ou pas. Et voilà. Et là, toute la thèse, c'est de dire, en fait, Chuck Daly, vu comme un grand coach, quasiment aujourd'hui, une figure mythique qu'on peut. D'ailleurs, on sait même pas trop quel est son style de coaching au fond. Là, on voit les choix qui sont faits et le joueur aussi, l'impact que pouvait avoir Rodman, quelques défauts aussi, quelles qualités, comment mieux l'employer. Et le Rodman défensif, surtout de l'époque des Pistons, je pense qu'il y a aussi un côté mythique. Et voilà, là on va un peu tout déconstruire, rentrer un peu dans le détail, ça dure 28 minutes, donc c'est vraiment très détaillé. Et voilà, et moi j'aime bien quand on s'attaque à de grandes figures historiques et qu'on essaie d'aller creuser vraiment sur qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que les coachs voulaient faire, et quels ont été les résultats derrière. Un peu en mode myth buster, mais effectivement appliquer un peu nos outils d'analyse et notre bagage tactique, etc. à des trucs d'avant qu'on n'a pas forcément fait. Donc voilà, 28 minutes de vidéo sur ça, si ça vous intéresse, c'est très intéressant. Hoop Venue aussi, effectivement, était une de mes bonnes découvertes vidéo de cette année, avec, comme on dit, beaucoup de quantité. Même si on est plus sur du très bon que sur du élite, mais c'est vraiment intéressant, je trouve, de s'abonner et de voir le contenu proposé. Mais ça me permet aussi de placer rapidement, avant de te lancer sur la suite de ton classement, une de mes recommandations, c'était aussi une YouTube. Je pense que tu connais Daniel Lee aussi. Oui. Et j'y pense, je m'étais noté parce que effectivement, il sort régulièrement pas mal de choses, mais notamment, donc la vidéo de Rodman, c'est 28 minutes, mais il a sorti, Daniel Lee, une vidéo de quasiment 1 heure, je crois, sur la série des Kings et des Warriors. Ouais. Si ça vous intéresse, franchement, vous vous posez devant et vous voyez la bataille, le jeu d'échecs pendant 1 heure de vidéo. Alors vous pouvez accélérer la vidéo, vous pourrez regarder fois 1,5, ça se regarde quand même. Mais voilà, c'est toujours très intéressant de voir ce genre de décortiquage fait un peu à la loupe. Donc Daniel Lee aussi, parmi les recommandations que je fais, que si tu me permets de la rajouter à la liste. C'est ce que je t'avais dit, tu peux tout à fait venir avec ta liste si tu veux. Donc voilà pour le numéro 5 de ton classement, et donc on avance numéro 4. Numéro 4, on repasse... tiens, d'ailleurs, un site dont on a parlé il y a pas longtemps, c'est le fameux stratéchérie.com. Dis-nous tout, Antoine. J'ai à peine envie de développer parce que on le développe en longueur dans l'épisode sur les audiences. C'est ça, ouais. Donc si vous n'avez pas envie de le lire, mais quand même de vous intéresser au sujet, on a fait l'épisode sur les audiences. Ouais. Si vous avez écouté cet épisode, que vous avez été intéressé et que le côté anglais vous fait pas peur, allez les lire parce que ça sera peut-être dit autrement. Il va peut-être aller détailler sur certains points qu'on n'a pas décidé de parler. Et là, en plus, dans cet article-là, il y en avait deux. J'ai hésité entre celui où il dit un peu quelle est la position d'ESPN aujourd'hui. Alors que moi, celui que j'ai choisi de prendre, c'est qu'est-ce que la NBA peut apprendre de la Formule 1. Je l'ai pris alors que je suis pas trop d'accord avec les thèses et vraiment même ce qui est dans le titre. Où l'auteur aimerait que la NBA s'inspire de ce qui a été fait en Formule 1. Mais je pense que je l'ai quand même pris celui-là parce que je trouve qu'il pose bien les bases. Le deuxième va plus loin, mais celui-là, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la Formule 1, en termes de base, il est bien. Et après, même si je suis pas forcément un grand fervent de sa théorie avec la Formule 1, je pense qu'elle intéressera pas mal de monde et elle vaut quand même le coup d'être lue. Et de toute façon, voilà, si on a décidé, grosso modo, à partir de ce qu'il a fait, de construire l'épisode sur les audiences, je trouve que c'est une description, alors que j'avais déjà pu lire un petit peu à droite à gauche, mais toujours éparpillé, jamais vraiment bien
résumé, condensé, avec vraiment une thèse bien défendue et bien construite plutôt que des petits éléments, des petites stats et tout glané à droite à gauche. Là, c'est relativement complet. Euh, voilà, si vous avez pas lu l'épisode, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur les audiences, si vous l'avez écouté mais que vous voulez entre guillemets voir l'original, ben, allez lire ce qu'il a fait là-dessus. C'est vraiment bien parce que moi qui m'intéresse au sujet depuis quelques temps, quand je suis tombé là-dessus, c'est la première fois où je me suis dit, bah voilà, enfin quelqu'un qui amène une vision globale à la chose, quoi. Ouais. Donc au final, beau rattrapage, c'est gentil, t'as quand même réussi à placer donc un épisode du Basket Lab dans le top 10. Je te remercie. Non, mais effectivement, article très très complet qui parle de tout. Toutes les données, on les a eues de là. Enfin, pas mal de données on a eues de ce site-là. Il y a de la stratégie d'audience, etc. Donc on vous le recommande. On passe pas plus de temps là-dessus, puisque c'est surtout à lire et à comprendre avec des graphes, etc. Ton numéro 3, on rentre dans le top 3, et là, c'est, pour le coup, Ben Taylor. Cette fois, je me trompe pas. C'est ça, ouais. Ben Taylor, qui si je me trompe pas, l'année dernière, avait déjà fait une série, pour le coup, exceptionnelle, hein, sur les légendes. Alors, il l'avait peut-être juste fini l'année dernière, pour le coup. Je me rappelle plus. Il a commencé après la bulle, en fait. Il croyait que la saison 2020-21 allait démarrer plus tard. En fait, enfin bref. Ok, donc il l'a pas fini l'an dernier, du coup, il avait fini ouais, avant. Ouais. Ok, bah bref. Je reprends. Ben Taylor qui avait fait une excellente série sur ce qui lui semblait être les meilleurs joueurs de la NBA, avec vraiment des profils longs et détaillés de plus de 20 minutes souvent. De l'histoire de la NBA, hein. Pas de la NBA, l'histoire de l'histoire de la NBA, ouais. Et voilà, c'est exactement ce qu'on parlait avec Hoop the New tout à l'heure et Rodman et tout. Bah voilà, là c'est analyse statistique, analyse vidéo, contexte d'époque. Bah voilà, sur du Bill Russell, du Michael Jordan, du Tim Duncan, du Stephen Curry et compagnie. Et bah il a plus ou moins repris ce modèle-là sur une série un peu plus courte cette année, où il s'intéresse à des joueurs qu'il n'avait pas évoqués, donc ceux qui, selon lui, ne sont pas forcément les meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue, mais certains archétypes offensifs qui ont été novateurs à un moment. Ouais. Donc il y a du Steve Nash, il y a du Reggie Miller, ouais. Dirk Nowitzki. Il y a Dirk Nowitzki, ouais. Il y a Dirk Nowitzki. Et donc la série, vous pouvez prendre quasiment n'importe quel épisode, il est très bien. Ils sont tous très bien. Moi, il y en a un qui m'a un peu plus marqué que les autres, c'était celui sur Manu Ginobili, qui est peut-être le dernier d'ailleurs, je crois, de la série. Oui. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que je trouve que c'est celui où il rentre le mieux dans le détail, où il arrive à vous expliquer. On dit souvent que Ginobili, il a un jeu qui est sur un tempo différent des autres, on n'arrive pas à comprendre pourquoi sans être une fusée, il arrive à créer autant de différences par rapport à son adversaire, ou son vis-à-vis qui est censé suivre ses mouvements, et il va réussir à le faire partir dans un sens et lui dans l'autre, mais sans que ça soit un crossover digne d'Allen Iverson, quoi. Et je trouve qu'il il va rentrer un peu dans le côté les fameuses biomécaniques, mécanique du corps et tout, comment ça marche. C'est notamment les hanches de Ginobili. Là-dessus, très intéressant. Et après, il y a tout le côté où Ginobili, qui était souvent vu dans ce trio avec Tony Parker et Tim Duncan, qui aura gagné... est-ce qu'il ira gagner 5 titres? Peut-être 4, juste Ginobili. Toujours vu, on va dire, dans ce trio, et souvent même comme la 3e pièce du trio, parce qu'il était 6e homme. Ouais. Et là, l'idée de Ben Taylor en faisant cette vidéo, c'est de se dire, mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée qu'il soit 6e homme? Tellement, en fait, on s'aperçoit qu'il était bon et que son impact était extraordinaire. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'il s'est pas juste limité à dire, mais en fait, Manu Ginobili, il était vraiment trop fort.
c'est que je trouve qu'il a une analyse qui me semble assez nuancée et mesurée de se dire ouais, mais est-ce qu'en fait il a beau être très 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 fort, sous-estimé, tout ce qu'on veut, mais en fait est-ce que c'était quand même pas une bonne idée qu'il soit vraiment sixième homme au début? Ouais. Je trouve que ça, on n'est pas juste dans le mais en fait Popovic il faisait n'importe quoi et tout. Très intéressant, et ça remet en place après un joueur où voilà, je crois qu'ils en avaient déjà parlé dans certaines émissions, de se dire mais ok, en 2005 le titre, ou en 2007, en 2005 et 2007 les Spurs gagnent le titre. Il y en a un, c'est Duncan qui est MVP des finales. En 2007 c'est Tony Parker qui est MVP des finales. Mais est-ce qu'on faisait un MVP des playoffs, ça n'aurait pas été Ginobili sur les deux? Voilà, des choses qui, Ouais. je pense, si on disait ça comme ça sur Twitter directement, ça serait la levée de bouclier. Mais quand on regarde la vidéo, on se dit, ouais, en fait, c'est peut-être pas débile, quoi. Je dois dire que, bon, évidemment, ça reste du Ben Taylor, donc c'est très bon, mais j'ai été un peu déçu par cette série. Enfin, un peu déçu. Tout est relatif, évidemment, mais j'avoue que moi, celle qui m'a beaucoup marqué sur cette série, c'était Reggie Miller, moi, de mon côté. Et je pense que Reggie Miller et Ginobili sont un peu mes deux préférés. Dans le reste de la série, on a aussi du Will Chamberlain, du Allen Iverson, du Ah oui, Steve c'est vrai. Nash et du Dirk Nowitzki. Et je trouvais qu'il y avait un peu un côté. Il parlait quand même beaucoup. En tout cas, il a parlé et reparlé de joueurs dont il avait déjà beaucoup discuté. Et on sait qu'il les aime beaucoup, les Dirk Nowitzki, les Steve Nash, Ginobili, Reggie Miller. C'est quasiment ses 4 joueurs préférés. Et il en a déjà beaucoup parlé. J'avoue que sur ce côté un peu joueur offensif de légende, qu'on aurait pu ressortir du lot, tu vois, je m'attendais peut-être à des joueurs un peu plus, un peu moins stars, un peu moins mis sur le devant de la scène. Donc c'est un peu moi ma petite déception sur la série, c'est qu'on n'ait pas eu un Jason Kidd, un Penny Hardaway ou des mecs comme ça, quoi. Et donc il y a un peu ce truc-là au niveau des profils et même au niveau de la temporalité. Finalement c'est que des joueurs très très récents, alors que j'aurais été très intéressé de voir des analyses sur des joueurs offensifs des années 70, 80, etc., quoi. C'est vrai. Après, c'est ce qu'on remarque avec Ben Taylor quand il fait ses vidéos, c'est que, on va dire, par rapport à son blog c'est souvent, on va dire, des redites de ses blogs, moi voilà, qui avait lu ses profils des 40 meilleurs joueurs qui avaient dû sortir en 2018 par là. Oui, je retrouve dans les profils de Steve Nash et Dirk Nowitzki ou même Reggie Miller, je retrouve des thèses. Et en plus, si on écoute ces émissions, on retrouve. Mais je pense que les Ça, ouais. vidéos, c'est souvent l'idée de faire aboutir un travail où il en a déjà parlé dans ses émissions, il en a déjà parlé dans ses blogs. Mais là, on va plus loin parce que pendant une vingtaine de minutes, il y a toutes les images qui sont à l'appui. Il a été un peu Ouais. plus loin aussi dans la réflexion avec Nash et Nowitzki, un peu cette réflexion de se dire mais attends, on a on peut dire qu'on a potentiellement des 10 meilleurs joueurs offensifs de tous les temps, et pourtant quand ils étaient ensemble, c'était la meilleure attaque de la ligue, mais pourquoi c'était pas encore plus incroyable, quoi. Ouais. Ouais. Et je trouvais que ça, voilà, c'était surtout image à l'appui, c'est vraiment intéressant, mais oui, entre guillemets, on connaissait déjà un peu ces théories, on savait à peu près où ça allait pointer. Ouais. Bon, c'est un peu une critique d'enfant gâté, hein, clairement. Moi, on vous la recommande très très chaudement tout de même, cette série. Tout comme la série originelle, non pas sur les joueurs offensifs, mais sur les pics en carrière. Oui, C'est les meilleurs pics en carrière all-time, qui est très intéressante évidemment. Ben Taylor aussi d'ailleurs, ça permet de placer. Moi, la série de podcasts que j'ai bien aimé de lui cette année, au-delà de ses sujets d'actu, c'est donc cet été quand il a parlé des meilleurs défenseurs de ces 15 dernières années. Que j'ai trouvé peut-être sa meilleure série de podcasts de cette année. Tu vois, il en a fait une autre sur qui pourrait être le GOAT. J'en ai pas beaucoup de souvenirs pour le coup. Alors que sur qui a été le meilleur défenseur de ces 15 dernières années, il a décliné en arrière, ailier et intérieur. Et franchement, c'était très, très intéressant. Donc, je sais pas toi ce que tu en as pensé, mais je le recommande. Est-ce que c'est cette année qu'ils avaient fait, est-ce que si on refaisait les MVP des finales de conférence, les nouveaux trophées là? Non, c'est l'an dernier. C'était l'an dernier, parce que j'avais beaucoup aimé celui-là, moi. Oui, qui valait le coup aussi, l'an dernier. C'est pour ça que on peut le rajouter aussi, effectivement. Et donc, on peut avancer à ton numéro 2 alors. Et on est de retour sur un article. Oui, et on est de retour sur un article de Enscape, le fameux site d'ESPN
sous-site, je sais pas comment le dire sans être vulgaire, filiale, sous-site d'ESPN. Oui, donc là, on n'est plus sur Bill Russell. Là, on est sur LeBron James. Alors, on revient dans le passé, mais on revient à 2003. 2003 qui est forcément l'année de sa draft, mais qui est aussi l'année où LeBron James a dû choisir pour savoir si son équipementier, s'il serait représenté par Nike, Adidas ou Reebok. Et du coup, on a quelque chose qui est un peu quasiment sous la forme d'une oral history, qui va être chercher les acteurs un peu de l'époque, ou des fois récupère des témoignages qui ont été donnés dans d'autres documentaires, d'autres articles et tout. Bref, de faire un peu un condensé assez long de voilà, comment, alors que je pense que tout le monde le sait, en 2003, LeBron James, voilà, c'est des couvertures de Sports Illustrated avec marqué l'élu, The Chosen One, le fameux joueur phénomène qui avait une pression de folie et qui a plutôt bien rempli cette pression de folie. Si on savait dès en 2003 qu'on allait s'attendre à monts et merveilles, monts et merveilles étaient attendus de ce joueur, on peut estimer que les équipementiers allaient forcément mener une grosse bataille pour savoir qui allait s'attacher le nom de LeBron James. Et même si en 2003 on peut se dire on n'est plus au début de la carrière de Michael Jordan, où Nike est une petite compagnie et tout, par rapport à Converse, par rapport à Adidas aussi qui était là. En 2003, Nike n'est pas déjà hégémonique. Non, en 2003, Nike n'est pas encore hégémonique. Adidas et Reebok sont encore dans le coin. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cet article, c'est il est plutôt bien écrit, bien fouillé. Il y a une narration qui s'installe vraiment plutôt bien. On finit par être happé par ce sujet aussi un peu qui paraît bête, quoi, de savoir pour qui LeBron James il va porter les chaussures de quelle marque, quoi. C'est déjà c'est le côté phénomène du truc, où les sommes investies, même les projets dans lesquels se lancent les compagnies, est-ce qu'elles sont prêtes à faire pour s'associer aux joueurs, ça paraît démesuré, mais ça montre aussi qu'il y a tout un raisonnement économique derrière qui montre que c'est d'un point de vue financier, c'est pas une bêtise de faire ce que ces trois compagnies ont essayé de faire, parce que la rentabilité sera là, quoi, d'une certaine manière. Donc ça lève toujours le voile, où on sait que le monde des équipementiers c'est important. Il y a, je sais plus quel auteur avait fini il y a quelques années par dire, mais est-ce que les stars, des fois, avant d'être les représentants de leur équipe, c'est pas les représentants de leur équipementier un peu avant tout? Après tout, c'est l'employeur qui les paye le plus, au final. Hein. Ouais. Ils ont un plus gros salaire avec leur équipementier qu'avec leur franchise NBA, donc entre guillemets, ils bossent pour qui, quoi. Bon, j'ai toujours trouvé que cette vision était un peu exagérée, mais c'est vrai que quand vous lisez ce genre d'article, vous comprenez un peu mieux pourquoi on peut avoir ce genre d'idée, ce genre de raisonnement. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième, c'est comment les trois marques en question, veulent convaincre LeBron James. Et ça, il y a un côté, encore une fois, qui peut paraître limite un peu puéril, ou un peu trop idée marketing, mais voilà, moi ça m'a marqué de se dire, mais elles veulent envoyer un message, chacune un peu à leur manière, de LeBron James, comment on imagine ta carrière, comment on imagine ton futur, et un peu, on pense que toi, si tu veux marquer le monde de la NBA, le monde du basket, et globalement le monde entier, c'est en faisant passer plutôt tel message. On va retrouver un peu le côté identité, où au-delà de purement la basket, quelle tête elle va avoir, c'est comment on va faire ta promotion, comment on va te mettre en avant. Voilà. Je sais plus si c'est Adidas ou Reebok qui veut beaucoup miser en disant, mais tu veux t'investir pour la communauté, on va faire passer tout le marketing, la manière de développer ton image là-dessus, quoi. Et c'est très intéressant parce que, dit autrement, c'est une manière de descendre un peu dans les arcanes des stratégies marketing que peuvent avoir des compagnies aussi puissantes que, encore une fois, Nike, Adidas et Reebok. Je remarque que tu n'as pas mis dans ta liste du coup le film sur Michael Jordan et sur comment Nike a réussi à avoir Michael Jordan avec
avec Matt Damon. Tu l'as pas vu ce film-là du coup? Je savais même pas qu'il y avait un film là-dessus. Qui est sorti, alors je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Air ou un truc comme ça. Un film de Matt Damon et Ben Affleck. Ah, je crois que j'en ai entendu parler. Après, pour avoir déjà lu l'histoire sous, je pense, 3 versions différentes, j'avais à peu près eu l'idée. Mais voilà. En tout cas, oui, on retrouve quelques mécanismes, même si les dynamiques du marché, les importances du marché sont pas du tout les mêmes, quoi. Oui, et puis le film est très très romancé, très. T'as un mec, t'as l'impression que, enfin bref, il y a un peu le biais de la postériori, ou alors c'est vraiment passé comme ça, mais t'as l'impression que c'est un peu romancé et exagéré, le côté non mais je sais que ça va être lui les meilleurs basketteurs de tous les temps, bref. C'était Sonny Vaccaro ou quoi, hein? Je crois, ouais. Parce que bon, pour le coup, Sonny Vaccaro, on peut dire qu'il a souvent eu le nez creux quand même. Il y a une part de vrai alors, ok, mais je trouve que c'était très. Je sais pas s'il y a une part de vrai, mais il faudrait voir, on va dire, potentiellement tous les échecs de Vaccaro, mais je crois que d'ailleurs, à ce moment-là, il est dans l'article. On fera pas tout spoiler, en tout cas, Vaccaro, il a essayé aussi de prendre les LeBron James, mais je crois que tout ce qui va être l'explosion des lycéens au milieu des années 90, quand ils vont commencer à aller dans les franchises NBA, repérer Tracy McGrady, repérer Kevin Garnett, je crois qu'il va faire coup sur coup Kevin, je sais pas s'il va avoir Kobe, mais je crois qu'il va quasiment faire coup sur coup Kevin Garnett, Tracy McGrady et compagnie, quoi. Et c'est pas mal. En fait, c'est un nom, c'est bête à dire parce que au début tu lis la première fois et tu te dis mais c'est complètement mythifié, mais tu le revois dans tellement de trucs que, alors à chaque fois effectivement forcément tu le vois, c'est que c'est souvent une bonne histoire et qu'il a eu le nez creux et qu'il fait réussir. C'est rarement de ah oui, il a dit d'aller sur tel joueur et ça s'est complètement planté. Mais j'avoue que j'ai l'impression que sur 20 ans de basket, Sonny Vaccaro, c'est un nom que j'ai dû voir dans je ne sais combien d'histoires différentes, quoi. Ouais. Bon, après le film est assez marrant à voir tout de même. Parce qu'en fait, il montre jamais vraiment Michael Jordan, donc il y a une créativité au niveau des angles de caméra et des trucs pour juste, il y a un mec qui joue Michael Jordan mais sans vraiment lui montrer sa tête et il parle pas, etc. Donc rien que pour ça, il y a une créativité qui est marrante parce que tu passes tout le film à chaque fois la caméra elle est oh mince, elle est derrière Michael Jordan, oh mince, il est de dos. C'est très marrant. Mais non, bref, non, ça me fait penser à ça, mais effectivement l'article sur LeBron James aussi qu'on vous recommande à lire. Ce qui était étonnant, qu'est-ce qui était plus étonnant, c'est que Nike n'est pas le marché en 2003, ou alors que Tragédie domine le marché à l'époque en 2003. C'était quoi le plus étonnant, Antoine? Tragédie, j'ai l'impression que c'est un nom que j'ai pas entendu peut-être depuis 20 ans, justement, Romain. Bah oui. C'est peut-être pas un hasard, quoi. Tout à fait. Bon, je te fais pas le over-under pour LeBron James, 2000 minutes en carrière. Je pense que tu l'auras. Avant que tu passes à ton numéro 1, je voulais quand même en placer un dernier vite fait, moi de mon côté. C'est une chaîne YouTube relativement récente qui s'appelle le nom de son mec, Michael McKelvey. Mac M-A-C-K-E-L-V-I-E, qui est relativement récent comme chaîne. Vraiment, il y a à peine quelques mois. Mais je connais pas, tu vois. Alors peut-être t'as vu tourner une vidéo sur, alors il en a fait 2 justement qui sont très intéressantes récemment, une il y a un mois sur la Coupe du Monde, pourquoi est-ce que ça bloque au niveau de la Coupe du Monde et le Team USA, et une autre au niveau de quel est Solving Basketball, résoudre le basket, quelle est la dernière grosse inefficience du marché. Et en fait c'est le coaching, et les 2 vidéos parlent un peu de ça, hein. Le côté coaching en Europe où dans certains contextes on bouge quand même beaucoup, etc. Donc, mais les vidéos sont très bien faites avec un excellent montage, et je pense qu'on est potentiellement sur une très bonne chaîne de basket, avec en plus un mec qui j'ai retrouvé, en fait est un ancien basketteur, alors pro non, peut-être pas, mais tu vois, j'ai retrouvé des fiches de il a joué à la fac en 2e division, il a joué aussi à Arkansas, il a joué à Régis qui est à 2e division de NCAA. Donc et c'est un mec qui a un peu ce background là, et j'ai l'impression que Attends, il y a une division. Attends, tu m'as dit il a joué où? À Régis, entre parenthèses, Denver. Régis comme le prénom français, quoi. Ouais. D'accord. Et ça c'était en 2014, et en 2013 il a joué à Alaska. Que j'ai déjà dû voir jouer une fois ou 2, je crois. Mais bon, mais non, mais à suivre, je pense qu'il peut y avoir des vidéos intéressantes qui vont arriver sur cette chaîne.
voilà, je voulais le placer et donc je peux te lancer sur ta dernière recommandation que peut-être certains auront vu tourner puisque c'est une assez grosse vidéo, un assez gros projet. Ouais, ça vient de Secret Base. Je pense que voilà, de la même manière que Ben Taylor, si vous suivez un peu la NBA sur le contenu vidéo sur YouTube, vous avez forcément dû les voir passer. C'est les anciens de SB Nation qui ont plein de formats vidéo différents, mais souvent l'idée c'est on va reprendre un élément du passé et on va sous plein d'articles, en ressortant vraiment tous les articles de presse. Pour le coup, c'est un format vidéo. C'est pas que la vidéo vaut pas le coup, parce que c'est limite intéressant de voir les articles de presse qui ressortent et tout à chaque fois, mais limite ça peut se consommer quasiment sans la vidéo. Je veux dire, un podcast quoi. Il y a très peu d'images de match en réalité. C'est pas qu'il y en a pas du tout, mais il y en a très peu et que c'est assez peu l'idée, on va dire, de les développer. Mais voilà, ça reste cool parce que c'est limite ça, un peu format old school où c'est les vidéos, mais c'est principalement des photos que tu vois passer et tout. Ouais. Mais voilà, en plus ils ont souvent des angles qui sont un peu rigolos. Ils ont, je sais plus comment ça s'appelle, justement la série dont la vidéo fait partie, mais je crois que c'est Beef. C'est les Beef, ouais. Où ils reprennent un peu toutes les engueulades, les tensions entre deux personnages, quoi. On va retrouver Shaquille O'Neal avec quasiment la terre entière. Shaquille O'Neal et Dwight Howard, Shaquille O'Neal et Jalal Magui, Shaquille O'Neal et Bill Walton. Et Bill Walton, mais je sais pas combien il y a d'épisodes de Shaquille O'Neal sur le Beef, mais ça va être assez incroyable. Et là, forcément, si on parle de Beef, si on parle de Shaquille O'Neal, c'est qu'il y a quand même eu une Beef, donc une tension, j'en sais rien, comment traduire ce truc-là, entre deux personnes qui incluent Shaquille O'Neal, c'est avec Kobe Bryant. Ouais. Et pour ça, d'habitude, leur vidéo est du retour entre 10 et 20 minutes, je dirais à peu près. Là, ils ont sorti l'artillerie lourde parce qu'ils ont fait, je crois qu'ils ont fait un truc en 3 épisodes, et les 3 épisodes, ils font quasiment une demi-heure. Donc, gros truc, gros travail, grosse production. Et je sais pas si tu l'as vu. Je sais pas si je suis un peu biaisé en le mettant aussi haut, mais moi, j'ai été complètement fan de ce qu'ils ont pu faire. Alors qu'en plus, c'est un sujet sur lequel t'es pas forcément... Enfin, toi-même, comme tu l'as NBA, tu pourrais te dire, je connais déjà tout, quoi. Donc, peut-être que ça t'intéresserait pas d'instinct, quoi. Je connais déjà tout. Le truc, en fait, c'est que c'est il y a longtemps. Parce que, voilà, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, même si, franchement, même après la séparation Lakers, ça a continué encore pendant je sais pas combien d'années, quoi. Puis après, en plus, comme l'explique la vidéo, ça... Ouais, mais après, ils ont joué All-Star Game ensemble, ils sont devenus copains, voilà, ils sont redevenus copains comme cochons et tout. Ça a été en plus extrêmement médiatisé après, mais limite au point où on se demandait, mais à quel point c'est réel, à quel point c'est pas ça finit pas par être de la télé-réalité ou j'en sais rien. Oui, je me rappelais de certaines choses, mais globalement, sur cette tension entre Kobe Bryant et Shaquille O'Neal sur leur passage ensemble aux Lakers, je me rappelais plus que ça avait monté à ce point-là. Dans ma tête, alors c'est peut-être pour ça que j'ai mis si haut, parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge, mais dans ma tête c'était bon, il y a eu des messages, je savais que dans la presse il y avait un peu eu des messages, chacun avait un peu sa version et ça s'envoyait des pics à travers la presse et tout, mais en fait ce que je me rappelais plus c'est que c'était pas des pics en fait, quoi. C'est que on va dire avec l'œil, je pense que c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que l'œil qu'on a aujourd'hui en 2023, c'est des missiles, quoi. C'est la bombe atomique qui est sortie à chaque fois, quoi. Je veux dire, il y aura un truc qui est sorti aujourd'hui, on dit c'est fini, il y a un des deux joueurs qui est transféré dans la semaine, quoi. Ça peut pas continuer comme ça, quoi. C'est vraiment, mais il y a, on passe du passif agressif, comme on le voit aujourd'hui, ou même quand les joueurs se disent des choses, sauf rare exception, mais souvent quand ils sont dans la même équipe, au moins le moment où ils sont dans la même équipe, tant qu'ils sont dans la même équipe, il y a le côté communication qui est hyper contrôlé, complètement verrouillé. Mais si, vous inquiétez pas, ils s'entendent bien. Le problème en fait, c'est que c'est tellement verrouillé genre Rudy Gobert, Donovan Mitchell, à quel point c'est du lard ou du cochon, finalement,
on sait jamais trop tellement qu'on est obligé d'interpréter sur le body language et tout, mais est-ce que c'est pas normal que quand les gens sont sur le terrain, il y a un peu de tension? Bref, on n'arrive jamais à savoir. Là, entre Kobe et Shaq, oui, là, il n'y a pas l'ombre d'un doute, quoi. À quel point, à quel point, à un moment, mais oui, c'est les messages par presse, c'était mais complètement ouverts, explicitement critiques, et vraiment critique fort, même insulte, et qu'en plus c'est pas genre juste sur la dernière saison en 2003-2004 que ça se passait, quoi. C'est non, ça ça avait même commencé avant 2000. 2000 c'était cool, et après 2001, 2002 ça a continué malgré qu'ils gagnaient, et 2002, 2003 ainsi de suite. Voilà, et je crois que c'était Tom Ziller qui, sur son blog, il avait pu voir, vu que c'est aussi un ancien de SB Nation, il avait pu voir un truc en avant-première, et il avait fait toute une phase intéressante en disant, mais cette série, c'est l'occasion, quand on le regarde avec nos yeux de 2023, de voir à quel point Internet et la vitesse et tout à laquelle les choses vont ont complètement changé les choses, quoi. Ouais. Et que c'est difficile, en fait, d'imaginer se reproduire telle chose aujourd'hui, et que ça ait pu durer, mine de rien, aussi longtemps, plusieurs saisons d'affilée, en se passant de la même manière, quoi. Et du coup, voilà, il y a toujours, je trouve que c'était limite le plus intéressant, c'était cet angle de décalage, en se disant, mais parce que ça en dit beaucoup, en fait, cette histoire, elle en dit aussi beaucoup de la relation à la presse à l'époque. Parce que comme c'est dit dans la vidéo, il y aura les journalistes qui seront plutôt les Kobe guys, et ceux qui seront plutôt les Shaq guys, et que, entre guillemets, chaque joueur parle, un peu à son camp dans la presse, quoi. Parce que, si vous vouliez avoir des éléments, si on va dire à un moment, vous étiez journaliste et que Shaquille O'Neal allait vous dire certaines choses, Kobe Bryant allait plus vous parler du tout, quoi. Et vice versa. Ouais. Preuve que le contrôle, d'une certaine manière, le contrôle de la presse et tout, les réseaux, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que les choses sont plus contrôlées. Mine de rien, le côté influence et tout, il était déjà bien là avant, et même du temps de Michael Jordan avec Ahmed Rashad, bref. C'est quelque chose qui finalement ne date pas d'aujourd'hui. Donc vraiment, pour moi, il y a ce décalage qui est impressionnant en se disant à chaque fois, mais comment ça se passerait aujourd'hui avec ou voilà, s'il y a un élément de tension, c'est répété littéralement tous les jours. Je pense que c'était moins le cas à l'époque. Et après, c'est juste que, comme d'habitude avec cette chaîne, c'est bien raconté. C'est bien raconté. Ils ont en plus un peu leurs petites analyses de, au final, cette mésentente entre les deux, elle reposait sur quoi? Ils vont pas mal essayer d'insister là-dessus, et en plus je trouve que ça donne une optique qui est plutôt intéressante. Et après voilà, j'aime beaucoup le ton de Seth Rosenthal. Je sais pas pourquoi, mais je trouve toujours que j'aime bien le timbre de voix, je trouve que c'est bien raconté. Il y a des bonnes doses d'ironie, je te laisse un peu la surprise, et voilà quoi. Bref, il y a tout un temps qui fait qu'on se fait accompagner tout au long, où il ressort les éléments de presse, et c'est ce qui fait que c'est plutôt bien raconté. Et moi-même qui avais un peu vécu le truc, je me rendais pas compte à quel point j'avais autant oublié. Donc je pense que pour tous ceux qui l'ont vécu, vous pouvez y aller, et pour ceux qui l'ont pas vécu, je pense que vous allez tomber des nues à quel point ça faisait pas semblant, quoi. Disons qu'aujourd'hui, le comble du drama, c'est genre un journaliste qui pose la question comment ça se fait que vous ayez fait un mauvais match? Et le comble du drama aujourd'hui, c'est je sais pas, il faut demander au coach. Ça, c'est waouh, c'est le méga clash, alors qu'à l'époque, c'était 10 fois pire qu'en fait. C'est ça. Et en plus, c'est surtout, c'est pas genre le clash entre je sais pas, entre deux joueurs d'équipe opposées qui peuvent pas se piffrer, quoi. Là, c'est des coéquipiers. Donc en plus, ils devaient être là en permanence. Et je veux dire, à la fin, ils ont même été chercher des joueurs juste pour que les deux essayent de bien s'entendre, quoi. Franchement, c'est quelque chose. Et ça, moi, je sais que c'est deux personnalités que j'aime pas trop non plus. Et je trouve que ça montre bien, quoi. Chacune à leur manière. Les deux personnalités étaient, alors bizarrement, aujourd'hui, elles sont complètement adorées. Moi, je sais que j'en suis ressorti en disant, mais
Alors, j'insiste, hein, je parle pas de... Quand je dis personnalité, c'est le côté public de la chose, parce que j'estime qu'on les connaît pas vraiment. Oui, oui, bien sûr. Mais à quel point je trouve que les deux sont complètement abusables, chacun à leur manière, quoi. Et que c'est des personnes qui sont plutôt adulées aujourd'hui, et que tu regardes la vidéo et tu fais, mais t'as juste envie de leur dire, mais putain, mais vous êtes en sixième ou quoi, les gars, quoi. C'est, ouais. Qui avait un peu une course de, justement, qui allait réussir à être le plus imbuvable, parce que c'est genre, c'est le plus gros, celui qui a le plus gros statut, c'est celui qui est le plus dérangeant, quoi. mais effectivement, donc ça fait trois épisodes de une demi-heure, donc 1 heure et demie de film, hein, en grosso modo, à regarder. Voilà pour ton numéro 1. Est-ce que tu as des mentions honorables, ou est-ce qu'on a à peu près fait le tour des contenus de cette année? Alors attends, tu vas me faire regarder si j'ai quelques mentions honorables. Je peux en citer certaines vite fait, on va dire vraiment très vite. Il y avait un article d'ESPN sur la technique qu'on appelle walking the dog. Vous savez, quand les joueurs, après un panier, quand l'équipe adverse, après avoir subi un panier, genre c'est Chris Paul qui adorait faire ça, où il va demander à son intérieur de juste faire glisser le ballon sur le parquet pour pas que l'horloge des 24 secondes commence. Comme ça, l'horloge du match continue à tourner, mais pas l'horloge de la possession. Exactement. Donc ça permet de griller le chrono, ouais. Une petite explication sur pourquoi, comment a démarré cette technique, comment a évolué et tout. Il y en avait un même sur toujours d'ESPN, sur à quel point l'altitude à Denver, c'est pas des foutaises, ou est-ce que ça a vraiment son impact. Il y avait un profil d'un site que j'aime beaucoup pour la draft, qui est No Sailings, qui avait fait un profil vraiment complet de Bilal Koulibaly, le français aujourd'hui aux Wizards. Et ce que j'avais trouvé super, c'est qu'il avait fait vraiment une analyse chronologique de... en fait, Bilal Koulibaly, si on le voit si haut dans la draft, c'est qu'il y a une évolution qui est vraiment gigantesque, et on vous explique cette évolution entre... là où il commence, je crois que c'est limite sur 1 an, où au début il est juste avec les espoirs, puis après il est appelé dans l'équipe, puis après en fait à la fin il finit avec un rôle absolument clé dans l'équipe de Levallois, et ils expliquent cette évolution, et c'est là où aussi on voit que la draft, c'est pas mon truc moi, le scouting et tout, mais que il va y avoir vraiment un côté chronologique qui doit rester important pour voir cette évolution dans le temps. Et l'article était vraiment très bien là-dessus. En mode un peu plus fun, il y avait un article que j'ai partagé aussi sur comment Basket Référence, toi qui je le cite ici parce que t'as passé la centaine là-dessus, comment ils choisissent finalement de mettre tel surnom ou pas. Et au passage, le partage de cet article aura amené Lucas de l'écho des parquets à dire, mais je comprends pas pourquoi Alexis Ajassa, ils n'ont jamais appelé The Answer avec le CCD. Que ce soit le S avec un CCD. Ouais. Et bam! Je crois que le jour d'après, ou 48 heures après, il a été rajouté dans Basket Référence. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais il a pas inventé, hein. C'était un vrai surnom. C'est ce qu'il dit dans l'article. Je crois qu'il faut au moins qu'il y ait 2 sources un peu sur papier, différentes, distinctes. Et hop, c'est parti. Il y a le profil, toujours, hein, je l'ai fait vite fait, le profil de Tyrese Haliburton sur The Ringer il y a pas longtemps par Rob Mahoney, je crois. Vraiment bien. Ah oui. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est bien comme ça. Zach Kram aussi avait fait un bon article sur l'attaque des Kings, sur le dribble and off notamment, qui était assez intéressant. Ouais, je crois que je l'avais noté dans ma playlist. Ouais. Et je crois que, par contre, l'article sur les pick swap daté d'avant, de 2022, oui, je l'avais fin 2022. Je crois qu'il avait fait partie de l'un de mes... Je crois qu'il y a une année où j'avais fait un top 20, il avait dû faire partie d'une année où c'était un top 20. C'est pareil, c'est... Ouais, vas-y, c'est quoi? Non, ce que j'ai noté, c'est qu'au fur et à mesure des années, c'est là qu'on voit qu'il y a une certaine mutation. C'est qu'il y a de plus en plus, en fait, de contenus que je trouve qui sont les meilleurs, qui, en fait, sont des contenus vidéo. Alors que je pense que quand j'ai commencé, c'était principalement des contenus papier. Et que c'était, comme je dis, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais on voit que le côté contenu vidéo, c'est vraiment démocratisé et que ça se comprend totalement parce que voilà, si vous voulez parler de basket, que ça soit pour du pur narratif comme celui que j'ai préféré, de Secret Base entre Kobe et Shaq, ça peut être de la vidéo, en réalité on est purement sur du narratif, comme ça peut être de l'analyse complète à la Ben Taylor, de l'analyse vidéo,
En réalité, comme ça peut être du scouting. Bref, ça peut être plein de choses différentes. On retrouve aujourd'hui de plus en plus la vidéo derrière. Et ça montre un peu une mutation. Et par contre, les articles papier, ça devient de plus en plus rare et ça devient de plus en plus en fait des blogs, plus que des grands sites. Alors, vous avez toujours ESPN, vous avez toujours The Ringer. J'ai pris un article du Washington Post, mais je trouve que pour ce qui est vraiment du côté écrit et du moins pour ce qui est gratuit, en fait, on se retrouve de plus en plus en fait sur des petits auteurs, sur des blogs, plus qu'autre chose. Même si j'ai cité aussi 2 articles d'Enscape qui viennent en fait d'ESPN. Ouais. D'ailleurs, toi-même, avant tu le faisais en thread écrit et maintenant tu le fais à l'audio ce top 10. Peut-être que je prendrai le temps juste avant les vacances de Noël de le faire, pense, mais ouais. Vu mon temps libre en ce moment, je ne donne aucune promesse. Au cas où il y aura ça, en tout cas. Non, c'est pareil aussi, ça date de fin 2022, je crois. Enfin, donc techniquement pas 2023, mais tu parlais de Secret Base. Moi, j'adore John Boyce, qui est fantastique, qui avait fait un méga documentaire sur les Charlotte Bobcats, qui était fabuleux, qui dure 2h30, je crois. Donc les fameux Bobcats de 2012, la pire saison de l'histoire. Ça doit être ça, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas de cette année, mais c'est pas mal. Mais bref, voilà à peu près pour les recommandations de cette année. Merci en tout cas, Antoine, d'être passé sur le Basket Lab pour nous présenter un peu ton top 10. De rien, j'espère que j'ai donné envie, vu que normalement, on a voulu le faire un peu aussi avant les vacances, histoire de... Si les gens savent pas trop, ont du temps libre et savent pas quoi lire pendant les vacances de Noël, là, on a donné un peu de quoi lire, regarder. Donc j'espère que j'ai donné envie, et si même sans avoir donné envie, que juste avoir donné quelques pistes de réflexion, ou de se rappeler que Kobe et Shaq, c'était pendant un moment, c'était pas du passif agressif, c'était une véritable guerre de tranchées à coups d'obus gigantesques, quoi. Si les gens ont du temps libre, t'as failli dire si les gens sont coincés avec de la famille à Noël. Voilà, vous avez de quoi passer le temps. C'est pas ce que j'ai dit. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, évidemment. Et j'espère qu'on vous aura donné envie d'aller lire ou d'aller voir ou d'aller consommer en tout cas ce genre de contenu que Antoine a mis en avant. Comme vous avez vu, il y a des articles, mais il y a aussi des vidéos pour ceux qui préfèrent un peu ce genre de contenu, très simplement. Et donc, on se retrouve la prochaine fois, et donc la prochaine fois, le hasard du calendrier fait bien les choses. On se retrouve le jour de Noël, et oui, le 25. Enfin, techniquement, c'est le 24, mais bref, ça dépend de quelle école vous êtes, hein. Il y a 2 écoles. Mais bref, donc on se retrouve le 25, lundi, comme tous les lundis, pour notre hebdomadaire du Basket Lab. Vous pourrez écouter l'hebdo tranquillement, en regardant soit les matchs de Noël, soit les pubs, entre-temps, pour écouter un peu, ou alors soit pour vous échapper de dîner, de famille, parfois un peu embêtant. Bref, la prochaine fois, l'hebdo du Basket Lab, lundi prochain, évidemment. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Antoine d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.